Bienvenue sur le podcast Les Apprentis Lecteurs, le Trône de Fer, le podcast lecture du Trône de Fer ou A Song of Ice and Fire sans spoiler. Aujourd'hui, on se retrouve pour le chapitre 67, soit le 6e chapitre de Sansa, toujours accompagné de mon collaborateur préféré. C'est moi. Vous l'avez entendu. Alors, t'aimes bien notre nouvelle vignette ? Ah oui, c'est vrai. Bon, il y a un décalage encore une fois, hein. Vous êtes habitués maintenant. Oui, il y a un gros décalage. Parce qu'à l'heure où on enregistre l'épisode, je crois que c'est le chapitre 39 qui vient de sortir, donc le fameux chapitre sur la Tour de la Joie. Exceptionnel ce chapitre. Mais du coup, on a fait un post Facebook par rapport à ça, où on expliquait qu'enfin, on avait une nouvelle vignette qui est vraiment belle, je trouve. Qui est vraiment exceptionnelle. Tout ça, ça va mettre au crédit de Guillaume, que vous entendez depuis le début, donc franchement, félicitez-le. Applaudissez-le. Non, mais c'est pas moi qui l'ai dessiné, hein. Mais non, super belle. La vignette, franchement, j'en suis très content. Donc, l'a remarqué, lui, c'est un Stark. Moi, je suis plutôt du côté des Baratheon. J'aime les belles filles du Sud. Ça te représente bien, c'est la débauche. Exactement. Nous, on est fiers de Robert. Il nous représente bien. Beau Bibi. Exactement. à jamais dans nos cœurs. Le plus grand mal alpha que Westeros n'ait jamais connu. Et du coup, oui, en plus, ça fait quelques temps que nous, on n'a pas enregistré. Donc, va falloir que, tu vois, on remette les pendules à l'heure. Exactement. Trêve de discussion préliminaire, hein. Commencer à entrer dans le vif du sujet. On va entrer dans le gras. Donc, le chapitre débute sur une vision de Sansa. T'as perdu les bonnes habitudes, hein. Ah oui, le résumé. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Voilà, j'ai plus les automatismes. Donc, le résumé du chapitre, Guillaume, s'il te plaît. Ok, on va faire simple. Alors, dans ce chapitre, on va retrouver Sansa qui est en plein deuil, enfermée dans sa chambre qui est située dans la citadelle de Maegor. Et elle va être interrompue par Joffrey qui l'ordonne de se présenter à ses côtés lors d'une audience dans la salle du trône. Bien sûr, elle a pas envie d'y aller, mais elle finira par s'y rendre. Et à la fin de l'audience, Joffrey va l'inviter à voir ce qu'il advient d'un traître et va la forcer à regarder ce qu'elle refuse de voir, la tête de son père Ned embrochée sur une pique. Merci Guillaume pour ce résumé. C'est vrai que ce chapitre, en vérité, il se passe pas grand-chose, il est assez court, mais on va en discuter quand même. Bah oui. Donc le chapitre débute sur une vision de Sansa peu après la mort de son père Eddard Stark. Et franchement, en lisant les premières lignes de ce chapitre, je pense que c'est une des premières fois, je crois la deuxième, où j'ai vraiment de la peine pour Sansa. Je sais pas pour toi, Guillaume. Alors, je sais pas à quoi tu fais référence dans la première fois où t'as eu de la peine pour Sansa. Je pense que c'est au moment où elle essaye de plaider la cause de Eddard à Joffrey. D'accord. Qui le libère. Ok. Ouais, moi je crois que j'étais encore dans le fait, dans ma tête je me dis c'est ta faute en fait. Oui, parce que c'est elle qui l'avait vendu à Cersei, mais... Ouais. Mais oui, pour une fois, déjà pour une fois, elle se rend compte de qui est Joffrey, quoi. Mm-hmm. C'est la première fois que dans un chapitre que elle le voit tel qu'il est réellement, un gros connard. Oui. Bon, en même temps, même avant de parler de sa vision de Joffrey qui a changé, je pense que chacun est égal face au décès d'un proche, et du coup c'est beaucoup plus facile de ressentir de l'empathie pour elle à ce moment-là, parce que après tout le monde n'a pas été confronté à un décès, mais ce que je veux dire c'est que tu peux comprendre ce qu'elle ressent, et en fait t'as de la peine pour elle, parce que voilà, un décès c'est un décès, et on parle toujours bien des morts, quoi. Mais du coup la pauvre fille a l'air déchirée, et elle essaye de s'oublier dans le sommeil pour éviter d'y penser, en plus de se dénutrir. Et en même temps, même quand elle dort, dans ses rêves, seul était présent son père. Elle l'a hanté toujours autant le moment de l'exécution, où Joffrey, juste après lui avoir souri et donné l'espoir que son père allait vivre, avait déclaré la sentence irrévocable. Que tu parles comme d'un Koh-Lanta. Non, mais tu sens que la pauvre, elle a deux doigts de se tailler les veines, quoi. Franchement... Oui. Genre, elle dit, est-ce qu'ils viennent me tuer? Et c'est décrit par le narrateur que l'idée lui semble pas si effroyable que ça, quoi. Moi, franchement, je trouve que ces premières lignes, elles sont super bien écrites dans le chapitre. Ouais, j'ai remarqué. Tu ressens toute sa détresse, en fait. Ouais. Non, c'est bien joué. Sansa pense à même quelques instants, comme tu l'as dit, à se suicider, à se jeter par la fenêtre, mais le courage la quittant, elle retourna pleurer dans sa chambre. On la laissa tranquille quelques temps, seule avec son chagrin, lui donnant même des potions pour l'aider à s'endormir, mais évidemment,
cela n'allait pas durer éternellement. Mais en plus, t'as Maître Paisel qui la touche et tout, c'est un peu chelou, genre. Qui la palpe de partout. Ah bon? Ouais. C'est marqué dans le chapitre qui vient lui rendre visite et qui la palpe, qui la dénude. Ah, j'ai pas vu... Le grand maître Paisel vint même un jour les bras chargés de fioles et de bouteilles s'inquiéter de sa santé, lui toucha le front, la contraignit à se dévêtir et la palpa partout le corps. Ouais, peut-être que c'est un vieux monsieur mais moi, je suis juste vraiment comme le maître qui s'inquiète pour elle, quoi, et de son état de santé. Non, mais, genre, en mode, elle est en deuil, et genre, elle a pas une maladie en particulier, tu vois. Non, mais tu sais, si elle est, tu vois, si vraiment elle passe son temps à dormir, tu vois. Elle est frappée, ouais. Si à chaque fois elle prend des potions, peut-être c'est du lait de pavot. Ouais, mais bon, la contraignit à se dévêtir, bof, quoi. Peut-être ça. Il y a une notion de contrainte. Qui va pas du tout. Oh, ça réveille mon médecin avec empathique, là. On fait pas ça aux patients. Non, mais peut-être qu'il fallait lire entre les lignes à ce moment-là ce que t'as fait et ce que je n'ai pas fait. Mais donc évidemment, bon, le répit qu'on lui laissa n'allait pas durer éternellement. Et le premier qui vint la chercher fut celui qu'elle qualifie du vaurien qui avait été son prince, Geoffrey Baratheon. C'est-à-dire le vaurien qui avait été son prince. En fait, tu sens toute la transition qu'il y a eu dans sa pensée, quoi. Par rapport à sa vision qu'elle avait de Geoffrey. Voilà, on se rappelle dans les premiers chapitres comment elle l'a duré presque, comment elle plaidait sa cause à Eddard pour le marier. Et donc là, voilà, le vaurien qui avait été son prince. Putain, il était temps, pour se rendre compte. Bah, en même temps, nous, enfin, est-ce que avec on va voir avec la suite du chapitre, mais est-ce que avec les éléments qu'on avait sur Geoffrey au début du tome, on aurait pu prévoir qu'il était si horrible que ça? On savait nous? Ouais. Aussi horrible que ça? Oh, il était, enfin, si horrible que ça, mais... On sait que c'était un petit con, tu vois, mais là, ce qu'il a fait, c'est quand même... Ouais, il était, là, c'est vrai qu'il dépasse les espérances. Geoffrey lui commanda d'apparaître donc dans sa cour lors de l'audience de l'après-midi et la força, par l'intermédiaire du limier Sandor Clegane, à se lever et s'habiller. On comprend que, malgré le fait que Geoffrey ait fait décapiter Eddard Stark, Sansa lui est toujours promise ordre de Cersei. Donc bon, on comprend maintenant que Sansa, en fait, c'est devenu une sorte d'option politique. Parce que Arya a disparu, Sansa est à présent, en tout cas pour les Lannister, la seule fille Stark qu'ils ont à disposition. Et donc c'est normal que Cersei, garde toujours cette promesse de mariage avec Geoffrey, puisque comme Ned est à présent mort, déjà Sansa devient un otage. Et en plus, maintenant, si elle se marie à Geoffrey, ça peut devenir une clé vers le nord, quoi. Ouais. Après, je sais pas trop si, justement, Geoffrey en a toujours envie de se marier avec elle. Mais je pense pas tellement en soi. Hein. Il y a une scène qui apparaît pas dans les livres, mais qui apparaît dans la série sur une scène entre Geoffrey et Cersei, où Geoffrey fait j'ai pas envie d'elle, ça me saoule et tout. Et Cersei lui dit non mais tu vas la marier, c'est une pièce importante pour ta descendance et tout. Et et c'était, je crois, c'est avant même qu'il devienne roi. Il dit quand tu seras roi, tu pourras aller baiser toutes les meufs que tu veux parce que tu seras roi et personne n'aura rien à te dire, mais il te faut Sansa, genre. Ouais. Et là, tu vois, il accepte, il fait oui, bon, ok, c'est bon. Ouais, ça. Bah, mais cette scène, elle apparaît pas dans les livres. Bah, c'est pour expliquer plus explicitement que Sansa est une clé politique, quoi. À présent. Ouais. Mais je crois que il a pas particulièrement envie de la marier, c'est juste que. Je crois qu'il s'en bat les couilles, les dents. Ouais, clairement. Et lorsque Sansa réplique qu'elle ne veut à présent plus l'épouser, on comprend la raison. C'est vrai que c'est difficile d'épouser le mec qui a donné l'ordre de tuer ton père. Geoffrey lui explique qu'il a été en vérité miséricordieux. Fût-ce Eddard un homme du commun, Geoffrey l'aurait fait écorcher ou écorteler. Là, il lui a accordé une mort propre, nette, et bon, il a juste tranché la tête, voilà, c'était rapide, c'était fait. Propre. Non mais là franchement c'est Geoffrey, t'as vraiment envie de le gifler, quoi. Non mais sincèrement et c'est à ce moment-là que Sansa voit réellement son prince comme il l'est vraiment. Et j'aime bien la description, avec ses lèvres molles et rouges comme le verre qu'on trouve après la pluie. Donc là j'imagine vraiment des lèvres dégueulasses, quoi, tu vois, des lèvres archi fines. En plus, je trouve que je sais plus comment je crois que Jack Gleeson, le mec qui est l'interprète de Geoffrey dans la série, il l'interprète tellement parfaitement. Oui. C'est un truc de fou, franchement. D'ailleurs, il a
il a plus envie de jouer, je crois. Ouais. Il a dit qu'il avait plus envie. Je sais pas si à cause du rôle tellement détestable, ça lui a collé à la peau. Je pense. Non, je pense que ça se trouve et tout, tu sais, quand ils ont commencé, c'était des gosses, tu vois, et peut-être qu'il avait 13, 14 ans, juste, c'est pas sa passion, en vérité. Mais, en tout cas, même s'il a plus envie de jouer, la prestation qu'il a donnée par rapport à Geoffrey Baratheon a été incroyable. Ouais, bah, c'est vrai que, enfin, c'est parfait quand on a envie de le détester comme ça, vraiment, on a tellement envie de l'étrangler, quoi. Il est détestable. Mais même dans le livre, là, franchement, il est détestable. Il est vraiment détestable. Et elle trouva le courage de déclarer face à Geoffrey, je vous hais. Geoffrey, prétendant qu'il était malaisant qu'un roi frappe son épouse, fait appeler sa mère Mérintren pour qu'elle effectue la besogne à sa place. Donc tu vois, alors, ça me fait un peu penser, voilà, à Eddard qui disait... Exactement, ce que j'allais dire, c'est l'inverse. Ouais, exactement. Eddard qui disait, oui, alors, la phrase c'était quoi exactement? Un homme doit toujours effectuer la sentence qu'il a prononcée ou quelque chose comme ça. Ouais. Donc là, t'as Geoffrey exactement le contraire, quoi. Alors, il fait effectuer par ses souffrifs une tâche ingrate, en vérité, et tu sens quel qualificatif on peut lui accorder à ce moment-là. C'est de la lâcheté, de la, tu vois. Enfin, c'est petit, en fait. C'est vraiment petit, juste. Et en plus, ça me fait un peu penser, tu sais, parce qu'on a vu Robert qui a frappé Cersei. Tu vois, dans la scène où, je sais même pas pourquoi il a frappé. Pourquoi il a giflé, Enfin, c'était au réveil des Dark Stark après l'attaque de Jaime. Ouais. Mais tu sens que, bon, voilà, quoi, Robert, il a giflé, mais c'était dans un accès de colère, et puis, il y avait une raison justifiée, enfin, c'est justifié, non, la violence n'est jamais justifiée, mais, on comprend pourquoi il avait envie de frapper Cersei, tu vois, alors que, là, Geoffrey, c'est vraiment par pure méchanceté. Vraiment pour l'humilier, en fait, Sansa. Sandor Clegane fut le seul à rester auprès de Sansa après l'affaire, bien qu'il ne soit pas chevalier comme il l'aime à dire. Il conseille à Sansa de donner au prince ce qu'il veut, c'est-à-dire qu'elle soit une dame, gentille et douce, comme elle devrait l'être. Il veut que tu l'aimes et que tu le craignes, finit-il par dire. Donc on sent que Sandor, dans ce chapitre, voilà, on savait déjà qu'il avait une part de, de sensibilité, lorsqu'il a raconté son histoire avec Grigor à Sansa. Voilà, donc l'histoire de la montagne, je me rappelle juste après le tournoi de la main, je crois. Donc on savait qu'il avait déjà une certaine sensibilité, mais voilà, là il est en train de le prouver à Sansa. Je pense pas qu'il tient à elle forcément. Il a une certaine tendresse envers Sansa, une certaine affection quand même. Tu penses? Ça sent surtout à la fin du chapitre avec le fait qu'il fait preuve d'une délicatesse insoupçonnée quand tu sais, il éponge son sang. Ouais, mais je sais pas trop pourquoi. Hein. Est-ce que c'est dans sa nature ou est-ce que c'est parce qu'il ressent quelque chose envers Sansa? Est-ce que tu vois? Je pense que c'est pas du tout amoureux, c'est juste, je sais pas. Il s'est pris un peu d'affection pour cet être sensible. Je pense que à la cour, il est tellement habitué de voir des gens, des vrais fils de pute, que voir quelqu'un qui est un peu innocente et naïve, ça le donne envie ça lui donne un peu envie de l'épargner de ce monde de connards. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Lorsque Mérintren va la chercher pour qu'elle puisse assister à l'audience, elle comprend dans le regard du garde royal, ainsi que dans ses paroles, qu'elle ne lui inspire rien. Ni antipathie, ni sympathie. Qu'elle existe seulement pour lui. Et on comprend maintenant la place qu'occupe à présent Sansa dans la cour, c'est seulement un pion. Et je trouve que ce passage est assez difficile en fait, parce que comment tu t'inspires rien à quelqu'un, tu vois. Oui, je pense que genre quand on dit l'indifférence, c'est le pire des mépris. Ouais, c'est genre l'indifférence c'est vraiment le pire qui puisse t'arriver, genre c'est ce qui te plonge dans la solitude, c'est ce qui qui te rend insignifiant en fait. Parce que quand t'as aucune émotion derrière, c'est difficile en fait de t'alimenter toi-même quoi. Enfin de s'alimenter dans le sens où de te vivifier en fait. Quand tu sais qu'une personne te regarde mais en fait regarde du vide, c'est-à-dire que en fait tu représentes rien. T'existes pas réellement. Donc en fait, c'est comme nier l'existence de Sansa quelque part. Mais elle doit se sentir tellement seule parce qu'en fait, elle a plus personne. Vu qu'on sait que Jane Poole, je crois que c'est Littlefinger, Jane Poole était la meilleure amie de Sansa, et on sait que Littlefinger s'est occupé d'elle, on ne sait comment. On sait comment. Il va la prostituer. Non, alors, je sais plus exactement ce que dit Cersei. Je crois que Cersei dit oui, Jane Poole. Prostitue-la, mais loin, genre. Mais je crois pas qu'elle dit prostitue-là, elle dit occupe-toi d'elle. Oui, mais c'est sous-entendu, mais là dans un de tes bordels, mais loin de mes... Loin de la cour. Je crois qu'elle a plus aucune de ces dames.
On voit à la fin du chapitre il y a sa septa qui a été décapitée. En fait, elle est vraiment seule, quoi. Il y a plus aucune personne à la maison Stark qui est présente et aucune personne du Nord, en fait. Donc enfin, pour une personne de 13 ans, être toute seule comme ça au milieu d'étrangers, c'est compliqué, hein. Complexe. Pendant l'audience, Sansa se rend compte, tout comme le lecteur, d'à quel point Joffrey est sadique et insensible. On sent qu'il aime voir souffrir les autres, qu'il aime être supérieur à eux, et les exemples cités dans le chapitre sont assez édifiants. Alors voilà, on va pas les citer, mais ce qu'il fait en fait Joffrey, c'est juste horrible. Vraiment, c'est horrible. Ce qu'il dit, non, c'est cruel en fait ce qu'il fait. Mais je pense qu'on l'avait pas. Enfin, on est vraiment passé de sûrement au début du livre de petit con détestable à sérieux psychopathe en fait. Ouais. Ah, c'est un comportement de tyran ce qu'il a. Enfin, les jugements qu'il rend pendant l'audience. Ouais, t'as raison. Il y a un certain côté psychopathe ou sociopathe. Un certain côté, gros côté, hein. Bon, là, on sent que l'inceste, voilà, la consanguinité, ça peut avoir quelques côtés négatifs, peut-être, hein. C'est pas. Mais après, Tommen est très gentil, hein. Ouais, Tommen est très gentil, c'est vrai. Myrcella aussi. Myrcella aussi. Pour ça, on a eu aucune notion de, mais après, qui c'est, hein. Parce que Myrcella, elle dissèque des chats dans sa chambre, on sait rien, tu vois. Sansa repense alors aux paroles de Littlefinger. La vie n'est pas une chanson, ma douce. Tu risques de la prendre un jour à tes cruels dépens. Donc voilà, en fait, tout prend sens, quoi. Et Littlefinger, il savait qu'à un moment ou à l'autre... ça va partir en couille. Le seul qui paraît prendre plaisir à l'audience et aux décisions de Joffrey n'est autre que Janos Slynt. Alors Guillaume, est-ce que tu peux rappeler qui est ce personnage Janos Slynt? C'était le capitaine de la gare des Manteaux d'Or, du Guet. Ouais, du Guet. Et c'est lui qu'il fallait corrompre pour... c'est par lui qu'il fallait passer pour corrompre le Guet et faire basculer les forces d'un côté ou de l'autre, entre Ned et Cersei. Et Littlefinger a corrompu Janos Slynt, mais pour trahir Ned. Exactement. Est-ce que tu te rappelles quelle récompense Un titre. Et le titre de Seigneur de Arenal. Exactement, ouais. L'audience finie, Joffrey se propose d'aller se balader en compagnie de Sansa, et les sujets qu'il évoque sont exquis. D'abord, il dit que Sansa, il exige de Sansa qu'elle se dépêche d'avoir ses règles afin qu'il puisse lui faire un enfant. Et si l'enfant se révèle être stupide comme sa mère, il les décapitera tous les deux et se trouvera une épouse plus intelligente. En disant que bon, la balade de compagnie, elle commence sur de bonnes augures, quoi. Soudain, Sansa comprend où le prince veut l'emmener et en est révulsée, criant qu'elle n'ira pas. Geoffrey la menaça encore d'utiliser les gardes royaux afin de la contraindre, donc elle se résigna à suivre son prince. Chaque marche était un supplice vers ce qu'elle appelait l'abomination. Geoffrey voulait l'emmener vers la tête de son père qu'il avait fait piquer et plonger dans le bitume afin de la conserver le plus longtemps possible. Et j'ai adoré la réaction de Sansa qui montre une certaine maturité. Je crois qu'elle se dit Geoffrey peut bien m'obliger à les regarder, il ne saurait m'obliger à les voir. Et tu sais qu'elle la regarde avec un visage en fait impassible, typiquement pour lui dire mais en fait tu peux faire ce que tu veux mais tu t'entreras jamais dans ma psyché en fait, tu m'attendras plus. Et elle se forge une grosse carapace. Ouais. Et le fait de ouais c'est ça à mon avis, genre elle c'est ce qu'elle fait, elle regarde sans voir et elle regarde à travers en fait. Comme si c'était transparent. Ça, je me rappelle particulièrement de cette scène dans la série. Au départ, elle est assez, je crois dans la série, elle est assez choquée. Et puis après, elle a un regard tellement impassible sans ça. Et tu sais, je me rappelle de cette scène parce qu'elle est sans maquillage. Tu sens qu'elle a pleuré et puis elle regarde la tête de Ned et en fait, tu sens que voilà, elle se renferme sur elle-même totalement pour plus avoir à souffrir des méfaits de Geoffrey. Scène qui a fait polémique parce qu'il y a la tête à côté de Ned, c'était genre un moulage de la tête de George W. Bush ou un truc comme ça. Ah ouais? Ouais, il me semble que c'est ça. Alors je sais pas si c'est une fake news, mais je crois que c'est ça. À vérifier. À vérifier. Il y avait aussi la tête de plusieurs hommes de son père, que Geoffrey qualifiait de traîtres,
mais aussi la tête de sa septa, comme on l'a évoqué précédemment. Sansa apprend alors par l'intermédiaire de Joffrey que son frère Robb a défait Jaime et l'a ainsi capturé. Joffrey prétend alors monter une armée après son anniversaire afin de le tuer en personne et de lui offrir sa tête. Et Sansa riposte, alors sous le coup de la colère, « Et si c'était la vôtre que m'offrait mon frère ?» Joffrey rappela alors Meryn Trant qui la gifla plusieurs fois. Donc bon, on sait que voilà, l'information que Robb a gagné la bataille du Beau Murmure a circulé jusqu'à Port-Réal, donc là ils sont au courant. Et bon, est-ce que Sansa a du courage là, peut-être, elle a toujours ce petit brin de rébellion. Mais bon, je pense que vu la vitesse et la façon dont Joffrey l'a maté juste après, je pense que elle va se calmer, elle va vite rentrer dans sa carapace, quoi. Parce que si à chaque fois qu'elle élève un mot plus que l'autre, elle se gifle derrière, je pense pas que ça en vaut tellement la peine. Non, je pense que elle va pas en tirer grand chose. C'est à ce moment-là que Sansa eut l'idée de pousser Joffrey dans le vide, vu qu'il n'avait aucune protection, et que même si elle chutait et mourait avec lui, en la poussant, cela n'aurait aucune importance pour elle. Visiblement, Sandor comprend l'idée de Sansa et vient se placer entre elle et Joffrey afin de lui offrir un mouchoir pour qu'elle puisse se tamponner sa lèvre blessée. C'est ainsi que se finit ce chapitre. Donc, toi, comment t'expliquerais la réaction de Sandor à la fin de ce chapitre? Parce que je pense pas que Sandor tienne tellement à Joffrey. Bon, même si, ok, à présent, il fait partie de sa garde royale, mais... J'ai vraiment du mal à comprendre un peu cette relation entre Joffrey et son limier, là. Parce que... je pense pas que Sandor, il ait de l'affection pour Joffrey. Mais en même temps, je sais pas s'il s'y sent obligé ou enfin vraiment j'ai du mal à comprendre, je vais pas te mentir. C'est marrant parce qu'en plus t'as une certaine dichotomie entre justement un chevalier nommé donc Meryn Trant et Sandor Clegane en fait, alors que Sandor lui il répète à Sansa oui, je ne suis pas chevalier, et quand tu vois les actions d'un vrai chevalier, bon, tu te dis ok, tu comprends, enfin, et tu sais, Sandor il dit ça par rapport à la montagne, quoi, parce que la montagne a été même fait chevalier par Rhaegar Targaryen, et tu sens que en fait en fait à contrario, Sandor lui qui n'est pas chevalier, c'est le seul qui a un comportement respectable. Ouais. En fait même moi non plus, tu vois après peut-être on va apprendre plus tard ce qui relie Sandor à Joffrey ou aux Lannister plus généralement, mais je crois que j'ai du mal à expliquer parce que, mais il porte bien son nom de chien, tu sais, qui est fidèle mais peu importe les actions de son maître, tu vois. Cette notion de fidélité irrévocable. Non, mais est-ce que ça aurait vraiment changé quelque chose si Joffrey était mort là? Je sais pas trop, mais peut-être qu'il voulait épargner, peut-être qu'il savait que Sansa allait avoir encore plus de problèmes si, tu vois. Et en même temps, elle se dit, mais si je meurs avec lui, je m'en fous, tu vois. Donc en même temps, si les deux mouraient, je sais pas trop. Moi, je sais pas trop comment expliquer ce geste au final. Moi non plus. Mais voilà, c'est sur ça que finit ce chapitre. Donc on voit la réaction de Sansa post décès de Ned, et on sent que la vie au Donjon Rouge va être difficile pour elle. Si ça continue à ce train-là, franchement, elle fait de la peine, quoi. Ouais. Elle fait vraiment de la peine. C'est mal parti. Mais ça me plaît parce qu'en fait, dans ce tome, franchement, tu vois vraiment Sansa évoluer. Ouais. Sincèrement, je me rappelle du premier chapitre de Sansa, la manière dont on l'avait critiqué. Ah ouais, elle et son comportement. On avait envie de crever dans cet épisode. Et la phase... J'en pouvais plus de cet épisode. Il était... ouais, ce chapitre, ouais. Ah, il était dur. Et la façon dont Sansa a gagné en maturité tout au long du tome pour finir à je sais pas, à ce point-là où tu sens qu'en fait, voilà, elle a compris dans quel monde elle vivait. Elle a compris qu'elle était pas dans une histoire d'amour de, je sais plus, les histoires qu'elle sort avec Florian et sa Jonquille ou Aemon Chevalier Dragon. Ouais. Et que, là, voilà, elle s'installe, alors je dis pas dans Game of Thrones, mais voilà, elle comprend ce qu'est la vie réelle, en tout cas. Enfin voilà, on a terminé pour cet épisode, on espère que vous l'avez apprécié. Vous pouvez toujours continuer l'aventure avec nous sur les réseaux sociaux, et puis on vous dit à la prochaine. À la prochaine.